Merci de nous retrouver sur France 3 Limousin, France 3 Aquitaine et France 3 Poitou-Charentes pour votre rendez-vous dimanche en politique. Alors que l'accord de la COP21 de Paris est entré en vigueur au début du mois de novembre, la COP22 de Marrakech vient de s'achever. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'environnement, un thème qui est plutôt absent dans les campagnes ou pré-campagnes actuelles, d'où l'intérêt pour nous d'en parler autour d'une question: comment relever le défi climatique en Nouvelle-Aquitaine? Aggravation de l'érosion des côtes, sécheresse, raréfaction des espèces. Et les 12 départements de notre nouveau territoire subissent déjà des changements. Comment agir? Nous en parlons aujourd'hui avec 3 invités. Jean-Louis Pagès, président du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil régional. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je précise que nous avions initialement invité Françoise Coutan, qui est vice-présidente en charge de l'environnement, issue du Poitou-Charentes, mais malheureusement, son train entre Paris et Limoges a été annulé. Elle n'a donc pas pu être parmi nous, ce qui est aussi un bon exemple des progrès qui restent à faire en matière de transport écologique dans notre région. On en reparlera. J'accueille également Jessica Makoviak, directrice du CRIDO, le Centre de recherche interdisciplinaire en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme à Limoges. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et enfin, Jean-Marc Gansil, cofondateur de Darwin à Bordeaux. Bonjour à vous et merci d'être venu sur ce plateau. Jessica Makoviak, vous avez directement participé à la COP21 de Paris il y a tout juste un an. Est-ce que vous avez senti à l'époque que vous participiez à un événement historique? Oui, parce qu'on l'avait... bon, d'abord parce que ça se passait en France, tout simplement. Donc forcément, on se sentait très impliqué, ayant un rôle moteur à jouer. Et il se trouve qu'en plus, la conférence de Paris et l'accord de Paris, on peut considérer qu'il a été historique. Malgré l'élection de Donald Trump? C'était avant l'élection de Donald Trump. Alors justement, est-ce que cette élection pourrait remettre en cause ce qui a été décidé à Paris? Alors c'est difficile à dire, compte tenu un peu des renversements et des déclarations contradictoires du futur chef d'État américain à cet égard, puisqu'en effet, il fait partie quand même des climato-sceptiques, je crois que ça ne fait pas de doute. Il a dit des choses plus que contestables sur les changements climatiques. Il avait en effet annoncé pendant toute sa campagne électorale qu'il se retirerait de l'accord de Paris. Et puis il semblerait que, comme sur d'autres sujets, il ait un discours aujourd'hui un peu plus modéré. Nuancé. Voilà, plus nuancé. Mais juridiquement, en effet... il pourrait ne pas appliquer l'accord de Paris, c'est une première hypothèse, voire retirer les États-Unis de l'accord. Jean-Louis Pagès, les grands sommets internationaux, c'est bien, mais est-ce que ce n'est pas aussi à l'échelon local et régional, en l'occurrence, qu'on peut agir concrètement? L'un n'empêche pas l'autre. Et somme toute, effectivement, notre région, la Nouvelle-Aquitaine, est grande comme l'Autriche, donc elle a la taille d'un État. Et je pense que c'est aussi un bon niveau pour intervenir, puisque les compétences de la région sont des compétences qui sont liées à l'économie et au transport. Et le problème des gaz à effet de serre, en fait, ils sont à 2 niveaux. Il faut en produire de l'énergie qui soit renouvelable, et ça, c'est un des grands plans régionaux, sur lequel je reviendrai si vous m'en laissez un petit peu le temps. Oui, parce qu'il y a eu des annonces récemment, 20% d'énergie renouvelable sur la grande région. Et notre objectif est de passer à 30%. Donc ça, c'est un côté, effectivement, la production, mais nous pensons que la meilleure énergie, celle qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, à l'autre bout, nous avons un plan qui va consister à diminuer de 30% la consommation énergétique, et l'impact sur les gaz à effet de serre. Et par là, effectivement, c'est l'industrie, c'est le transport. On a beaucoup d'efforts à faire, vous l'avez souligné, avec les trains intercités ou les trains du quotidien. Et là, c'est un grand domaine d'intervention aussi régional. Vous voyez que la région, de par ses compétences, elle est au cœur de la problématique du réchauffement climatique et des remèdes pour arriver à les pallier. Jean-Marc Gansil, c'est à l'occasion de la COP21 que vous aviez lancé le premier Darwin Ocean Climax Festival. Il y a eu la 2e édition cette année, au mois de septembre, avec Edgar Morin, Nicolas Hulot, Marion Cotillard notamment. Et vous avez lancé l'alerte de Darwin. De quoi s'agit-il exactement ? L'alerte de Darwin, c'est un cri d'alarme pour justement mobiliser toutes les parties prenantes de ce combat pour relever le défi climatique. Ça incarne la mobilisation de la société civile qui est aux côtés des politiques, qui est aux côtés des entreprises, des chefs d'État, est déjà très concerné par ces enjeux et veut y prendre sa part. Les solutions, comme vous le disiez, elles sont sur le terrain, elles sont locales. On a déjà agi, on sait reproduire un certain nombre d'initiatives. L'alerte de Darwin, c'est justement multiplier toutes ces prises de conscience et agir concrètement pour que se multiplient, se développent toutes les solutions concrètes qui peuvent avoir une influence sur le climat. On voit qu'il y avait beaucoup de monde là sur les images. La prise de conscience, vous la sentez, vous ?
C'est contrasté. On est bien placé, nous, à Darwin, pour fédérer un certain nombre de ceux qui agissent. C'est sans doute insuffisant. Si on peut jouer un rôle, on va dire, levier sur la société, en tout cas dans notre environnement proche, c'est évidemment l'objectif. On va reparler de ce que vous faites à Darwin, évidemment, mais dans cette émission, nous donnons aussi la parole aux habitants de la grande région, à nos téléspectateurs. Quel est leur avis sur ce changement climatique en cours, ses conséquences sur leur environnement? C'est notre rubrique « C'est vous qui le dites », préparée par Pascal Cagnato, Jean-Michel Lidvine et Delphine Vialané. C'est bien. Agriculture, littoral, industrie, tourisme, la Nouvelle-Aquitaine a-t-elle préservé son environnement? J'espère que oui. Je ne pense pas que ce soit le souci de la Nouvelle-Aquitaine de préserver son environnement. Pour mon opinion personnelle, son environnement il est très bien préservé. Que peut faire un élu régional pour lutter contre le changement climatique? Donc personnellement, je pense que le changement climatique, c'est plutôt à échelle mondiale que ça se travaille. Bonne question à laquelle je ne sais pas trop répondre, parce que j'ai été élu moi-même, mais en municipalité, et on n'avait pas tellement de pouvoir. Là, un élu régional peut peut-être avoir un peu plus de pouvoir que ça. Là, je pense que l'élu ne se soucie pas vraiment du changement climatique. Et vous, que faites-vous pour lutter contre ce réchauffement climatique? Des petits gestes simples, c'est uniquement de changer des ampoules, les anciennes ampoules par des nouvelles ampoules économiques. Personnellement, je vais privilégier les transports en commun ou même les déplacements à pied ou en vélo. On mange des produits bio, on fait un potager et puis on limite les déchets. Si on vous dit transition énergétique, ça vous parle? Pas vraiment, mais si c'est pour supprimer des centrales nucléaires, alors là, je suis plutôt pour. Par contre, je ne vois pas beaucoup dans la région, alors qu'il y a du vent, je ne vois pas beaucoup d'éoliennes. Posez vos questions à nos invités. Pourquoi la droite, la gauche, les extrêmes n'ont-ils pas tous la même idée sur le climat? Ça concerne tout le monde. Je ne pense pas que ce soit une question de parti politique. Et vous, que faites-vous, quoi? Et vous, que faites-vous? Je reprends les propos de cet habitant de La Rochelle, Jean-Marc Gansil. Donc vous faites Darwin. Et c'est pas rien, parce que pour tous les téléspectateurs qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe à Darwin? C'est à Bordeaux. Oui, Darwin est un lieu un peu atypique dans lequel une communauté d'acteurs entrepreneuriaux, associatifs, des citoyens, mais même des acteurs parapublics sont situés et travaillent en commun dans une large coopération sur tout un tas de sujets, d'alternatives qui permettent de répondre aux enjeux de notre époque, que ce soit des enjeux écologiques comme des enjeux économiques d'ailleurs. Notre ADN, il est quand même très écolo et effectivement sur ce défi climatique, notamment sur ce défi des déchets ou celui de notre alimentation, on a essayé de pousser les curseurs le plus loin possible pour arriver à réduire nos impacts et à embarquer la communauté et les citoyens qui viennent nous voir. Plus d'un demi-million par an, donc ça commence à être significatif. Vous êtes dans une ancienne caserne à Bordeaux. Et comment ça fonctionne Alors c'est une ancienne caserne, oui. On est 220 entreprises, 30 associations, 12 000 repas servis par mois, exclusivement bio. C'est le plus grand restaurant bio de France? C'est ça, le magasin général. Toutes ces actions cumulées permettent d'avoir un résultat significatif, puisqu'aujourd'hui, chaque personne à Darwin émet 5 fois moins de gaz à effet de serre que si elle était dans un autre lieu équivalent, mais qui ne ferait pas les mêmes efforts. Donc voilà, cumuler nos efforts sur les déchets, sur le bio, sur, bien entendu, la source d'énergie que nous utilisons, sur la production même d'énergie, puisqu'on en produit nous-mêmes pour notre propre usage, a des conséquences et des impacts plutôt positifs. Et c'est ce qu'on pourrait faire partout.
Jean-Louis Pagès, ça vous inspire, un lieu comme ça? Il faudrait les multiplier en Nouvelle-Aquitaine, les lieux comme Darwin? Oui, je pense effectivement que c'est une initiative tout à fait intéressante. Et on voit l'intérêt d'ailleurs d'appartenir à maintenant une beaucoup plus grande région. C'est qu'en fait, on peut capitaliser sur les expériences réussies à travers celle-ci. Donc c'est une très bonne chose. Je voudrais quand même dire tout de même que il y a un de vos interviewés qui a dit l'écologie, c'est une droite et une gauche. Ce n'est pas vrai, l'écologie, c'est un sujet politique. La preuve d'ailleurs, c'est que lorsque un président américain ultra-conservateur prend le pouvoir, il remet en cause les décisions de la COP21. C'est vrai aussi que, par exemple, lorsque une région passe à droite, on le voit avec Vauquier chez nos voisins, il y a un recul de toute la politique sur le bio et environnemental et aussi sur la partie énergétique. Donc, bien sûr, c'est un sujet politique. Bien sûr, il y a une incompatibilité entre la course au profit de quelques-uns et les bien-être de tous. Et je pense que là, les élus des conseils régionaux, mais de toutes les structures, toutes les instances sont là pour se battre pour le bien commun. Et je pense que le bien commun, il est plutôt du côté des écologistes et du côté de notre, en tout cas du pouvoir régional en ce moment en Nouvelle-Aquitaine, qu'ailleurs. Jessica Mackowiak, vous travaillez une partie du temps à Bordeaux. Vous connaissez Darwin, ça vous inspire en tant que chercheuse et juriste en environnement? Comme toute expérience de ce type, je trouve ça très, très intéressant, même si on n'intervient pas sur les mêmes terrains. Là, c'est vraiment une expérience très concrète. Nous, on est juristes, donc on intervient beaucoup plus en amont, mais c'est évidemment le genre d'expérience tout à fait intéressante sur le plan environnemental. Et qu'il faudrait en effet multiplier. Alors, est-ce que vous faites école justement? Est-ce que des gens viennent vous voir et vous demandent des conseils? Oui, c'est très gratifiant de voir que beaucoup de délégations d'élus, d'urbanistes, d'architectes, d'étudiants, de scolaires fréquentent le lieu, nous demandent comment les choses se passent concrètement. C'est pas une recette toute faite qu'on pourrait dupliquer partout, c'est une alchimie locale, c'est un croisement de compétences, des convictions aussi qui étaient là et qui sont fondamentales et qui aident à entraîner cette communauté. Mais bien entendu, il y a un certain nombre de choses qu'on peut expliquer et qui peuvent être facilement reproduites. Opter pour un fournisseur d'énergie renouvelable, être dans la sobriété énergétique notamment, recycler ses déchets, ça c'est des choses qu'on peut faire partout et on peut le faire avec plus ou moins de détermination. Ce qui nous distingue et ce qui, je crois, doit faire modèle, c'est qu'on est très exigeant sur ces questions-là. On ne fait pas de l'économie puis à côté quand on y pense de l'écologie, mais on le fait au même niveau, tout en préservant aussi la justice sociale par rapport à l'accessibilité à tous ces biens-là. Et ceux qui vous disent, si je caricature, c'est un truc de bobo qui habite en ville, Darwin? Parce qu'on doit vous le dire souvent, j'imagine. Oui, bien entendu. C'est la caricature, comme vous dites. Oui. C'est plus une réalité, heureusement. Oui. On était nous-mêmes des bobos, on a fait ce qu'on a su faire au démarrage. Mais un certain nombre d'acteurs nous ont rejoints et aujourd'hui font que ce lieu est extrêmement éclectique, très mixte et très loin de cette caricature. D'ailleurs, c'est bien car l'écologie est éminemment sociale. Pour moi, c'est deux enjeux qui sont très, très liés, très interdépendants. Et on a aujourd'hui un village de réfugiés que nous gérons. On a des bric-à-brac Emmaüs. On a des dispositifs inclusifs qui permettent aux centres sociaux de proximité de participer avec nous à cette grande aventure. Et tout ça sans fonds publics? Oui, avec très peu de fonds publics. C'est même marginal. Bien sûr, la région a été l'un de nos principaux soutiens, notamment sur les innovations écologiques. Mais en termes d'investissement et de fonctionnement, dans le quotidien, nous n'avons quasiment aucune subvention. Et l'accès à cette friche qui a été rendue possible par une décision politique, même si elle a fait l'objet d'une négociation tout à fait équilibrée, nous a permis d'entamer cette aventure. Mais aujourd'hui, nous sommes autonomes et nous voulons prouver que on va dire le pouvoir économique que nous représentons en tant qu'entreprise notamment, peut aussi relever ce défi sans nuire à sa prospérité. Et ça, c'est très important. Jean-Louis Pagès, on parle d'énergie renouvelable. Vous disiez on va passer de 20 à 30% sur la Nouvelle-Aquitaine. Sur quel levier on joue? Sur quel type d'énergie renouvelable vous souhaitez agir? Tous, je vais prendre un exemple qui est intéressant parce qu'il est à la croisée des problèmes de réchauffement climatique et puis des solutions qu'on peut trouver. Nous avons en Nouvelle-Aquitaine 720 km de côte. Oui. Il vient d'avoir un rapport récent qui montre que, du fait du réchauffement climatique, la montée des eaux font qu'il y a une quinzaine ou vingtaine de mètres qui vont être perdus sur le littoral. Donc c'est un sujet hyper important. On peut trouver avec cette surface marine également une solution, par exemple, sur les énergies marines renouvelables. Et là, je pense que ça va être un des grands enjeux des années à venir, d'installer des systèmes d'éoliennes offshore. Il y a des projets d'éoliennes offshore, des projets d'utilisation de la houle. Donc on voit qu'on a des atouts en Nouvelle-Aquitaine. Un de nos atouts, c'est aussi
notre surface maritime, ce qui est une chose nouvelle pour le Limousin que je suis et pour vous sûrement aussi. Tout à fait. On sait que le credo du président Rousset, c'est l'innovation. Il va y avoir la transition énergétique, elle passera forcément par l'innovation, par un cluster par exemple, un pôle de compétitivité. Oui, entre autres, mais nous pensons, je vais vous dire une chose, il y a un comité de la transition énergétique et du climat qui est constitué, et en fait nous avons toute une palette d'outils à notre disposition. Ça va du financement avec Terra Énergie, le financement de solutions d'énergie renouvelable, ça va avec des programmes d'économie sur l'isolation thermique, ça va avec l'aide au circuit court, ça va à l'aide par exemple aussi du train, puisque les TER a une grande compétence régionale. Donc ce n'est pas uniquement par des clusters avec une approche, je dirais, qui va de haut vers le bas, il y a aussi une approche qui remonte et les deux ne sont pas incompatibles. Et je pense que l'idée de base de la région et de son exécutif, c'est de jouer dans les deux sens. Jessica Mackowiak, au niveau réglementaire, tous ces projets-là, ils ont vocation à se développer, évidemment? Alors, on peut présager de rien. Il faut voir aussi comment évoluent les textes. Là, on est en période, pour les juristes, c'est un peu compliqué parce qu'on est en période préélectorale. Donc, ce n'est pas le moment où il y a le plus de textes, de nouveaux textes et d'engagement parce qu'on est déjà un peu en campagne. Même beaucoup. On peut souligner que l'environnement est quand même très absent de cette pré-campagne présidentielle. C'est quand même frappant. Quand vous voyez le programme de François Fillon, par exemple, le retour au nucléaire, pas de principe de précaution, j'imagine que ça vous fait bondir? Oui, on peut le dire comme ça. La suppression du principe de précaution, l'éventuel, parce que je suis assez d'accord, je suis même complètement d'accord, on ne peut pas dissocier l'aspect social et l'aspect environnemental. Donc aussi les projets de se retirer partiellement des grands textes sur les droits de l'homme, évidemment, oui, ça nous fait bondir. Alors, les effets du réchauffement, ils sont visibles dans toute notre grande région. Vous en parliez des côtes, justement. On va s'intéresser au littoral qui est étudié de très près, vous allez le voir. Les scientifiques mettent à contribution les technologies les plus modernes, parmi elles la photographie par drone. C'est un reportage de nos confrères de France 3 Poitou-Charentes, Tanguy Skoazek et Stéphane Bourrin. Regardez. Vidéo en route, tout est bon. Côte sauvage du Cap Ferret. Ce drone va prendre des images très précises de l'environnement naturel. La forêt, la plage, et entre les deux, la dune qui subit inlassablement les assauts de l'océan. On est vraiment dans un environnement où on a le littoral, la forêt. Donc pour la partie littorale, c'est vraiment d'identifier les indicateurs géomorphologiques du trait de côte, c'est-à-dire que ça peut être une rupture de pente de dunes végétalisées. Ici, c'est le cas. Donc on suit son évolution dans le temps. On essaie de relier ça au climat météo marin pour mieux caractériser l'aléa érosion. Pour la partie forêt, c'est aussi des outils de quantification de biomasse, mais on peut également exploiter l'image pour identifier des foyers de mortalité, un suivi sanitaire. Le métier de Sylvain Capot, la télédétection. Il exploite des données collectées par satellite et tout type de moyens aériens adaptés à la photographie. Le drone, dernier en date, est particulièrement efficace pour capter les détails morphologiques du terrain. Le drone vole très bas. Et ça, de fait, même s'il emporte une charge qui est bien plus légère qu'un avion, ça apporte énormément de précision. Donc c'est à la fois des coûts et à la fois de la précision. C'est justement ce qui intéresse Sylvain Capot. De retour au bureau, les données sont modélisées. Donc là, typiquement, l'opération en drone de ce matin consistait à reproduire en 3 dimensions l'environnement de la plage, comme ça a été fait ici sur la partie de la digue et de la corniche basque. Donc là, l'idée, c'était de marquer des blocs, parce qu'évidemment, les tempêtes les bougent beaucoup. Donc ils en ont carrelé quelques-uns pour qu'on puisse bien les discriminer et quantifier leurs mouvements avant et après la période de tempête. Et l'innovation ne s'arrête pas là. S'il y a des capteurs multispectraux avec des bandes fines, moi je prends. J'ai besoin de ça en fait. Les données aériennes seront bientôt complétées par des éléments sous-marins de profondeur, de mouvement des sédiments ou de qualité des eaux, grâce cette fois à des drones marins comme celui-ci. De quoi fournir un arsenal d'informations aux collectivités territoriales, notamment aux communes menacées par l'érosion. Alors l'enjeu, c'est vraiment d'adapter leur stratégie d'aménagement, à savoir soit défendre coûte que coûte, soit relocaliser.
soit mettre des millions dans un mur de protection, une digue, voilà, du rechargement du bloc en dur pour maintenir les structures existantes, soit abandonner le territoire et relocaliser carrément ailleurs. Qu'elle soit due au réchauffement climatique ou non, l'érosion côtière n'épargne quasiment aucune région littorale. Grâce aux progrès technologiques, à défaut de pouvoir l'empêcher, on devrait être en mesure de mieux l'anticiper. On l'a vu, l'érosion des côtes, c'est un enjeu très important pour notre grande région. Certaines communes comme Lacanau en Gironde envisagent de relocaliser carrément des habitations, des commerces. Jessica Macovia, vous avez travaillé sur la question des déplacés environnementaux. Est-ce que finalement, on ne va pas avoir des déplacés environnementaux ici, chez nous, en Nouvelle-Aquitaine? Ah bah c'est tout à fait envisageable, en effet. Enfin, quand on voit le reportage là... C'est un des défis majeurs, l'augmentation, en effet, l'élévation du niveau des océans et ce que ça entraîne en termes de déplacement des populations. Et en effet, nous, on travaille depuis longtemps déjà au CRIDO sur la question alors non pas seulement des réfugiés climatiques, parce que c'est une partie des déplacés, mais il y a d'autres événements de type environnemental qui peuvent entraîner des déplacements de population. Donc là, on parle de plusieurs millions de personnes, actuellement, pas dans le futur, c'est actuellement. Et qui connaissent en effet des migrations forcées. Et il n'y a aucun encadrement juridique approprié au niveau international pour garantir les droits en fait, et les droits de ces déplacés environnementaux. Tout est à faire donc en fait. Ah oui, oui, oui. Jean-Louis Pagès, que peut faire la région sur cette question pour aider les habitants de ces communes qui se retrouvent démunis? Pour beaucoup, on pense à ceux du Signal par exemple qui ont dû laisser cet hôtel en Gironde. Alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est d'abord d'avoir les moyens d'observer. Donc il existe un comité scientifique qui s'appelle Acclimatera, donc qui est chargé de travailler sur la vigilance et la prospective. Mais on voit bien qu'il faut anticiper tout ça. Effectivement, mais vous savez, souvent, en ce qui concerne le dérèglement climatique, alors que les écologistes le disent depuis des décennies, on a réussi à convaincre les sceptiques. Et puis maintenant, il y a urgence, forcément. Mais on ne peut pas agir que dans l'urgence. D'ailleurs, soit dit en passant, on a parlé tout à l'heure des problèmes de littoral, mais derrière les enjeux d'érosion littorale qui sont liés au réchauffement climatique, il y a aussi celui de la biodiversité. Et la forêt, par exemple, toutes ces essences qu'il va falloir revoir. Voilà, tout à fait. Et puis, à l'heure actuelle, on assiste à une disparition à une vitesse extraordinaire des espèces, végétales ou animales, et une des solutions que nous préconisons contre l'érosion du littoral, c'est de lutter pour qu'il y ait des espèces locales qui fixent le sable et la terre, parce qu'un des gros problèmes de l'érosion, c'est lié effectivement au fait que les terres sont lessivées par la disparition de la biodiversité, par l'utilisation d'intrants dans l'agriculture. Donc vous voyez que le problème écologique du réchauffement climatique, il est global, il est social, il est environnemental, il est aussi le problème de la biodiversité, qui est quelque chose de dramatique dont, effectivement, personne, enfin, à part les écologistes, semble faire beaucoup de cas. Mais on en parle aujourd'hui, et peut-être le modèle agricole aussi, à revoir, certainement. Jean-Marc Gancy, le plus grand restaurant bio de France, il se fournit comment? Vous arrivez à trouver des débouchés, surtout sur l'élevage, sur les fruits et légumes? Alors déjà, on fait un travail sur le contenu carbone de ce qu'on sert à nos clients, à nos convives. On a effectivement un approvisionnement qui est aujourd'hui entre 70 et 80% local selon les mois. Il est à 100% bio, certifié par les organismes indépendants. Et donc c'est un vrai travail aussi en cuisine. Le chef, en l'occurrence la chef chez nous, a un vrai travail d'anticipation, de contact avec les producteurs locaux pour veiller à ce que nous soyons dans cet enjeu-là et qu'on puisse avoir suffisamment d'approvisionnement. Et c'est une vraie difficulté. On ne trouve pas toujours dans un rayon de 150 km pour nous tout ce dont nous avons besoin pour approvisionner un tel resto. Il nous reste peu de temps, 3 minutes d'émission. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se dire « je vais renoncer à un certain confort pour la planète » ? Alors, bien sûr, vous prêchez un convaincu. Je crois qu'il faut limiter énormément nos déplacements en avion. Il faut limiter énormément notre alimentation. Vous êtes venu en train carnée. Bordeaux, oui, je suis venu en train. Je prends quasiment plus l'avion. Je suis même connu pour mes sorties sur ce sujet-là. Voilà, donc on a, je crois, à renoncer, mais ce n'est pas forcément grave parce qu'on peut trouver des substituts à plein de choses et dans la joie et la solidarité, à un certain niveau de confort qui est aujourd'hui trop élevé par rapport à ce que la Terre peut supporter. Jessica Macovia, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir, ou plutôt lucide ? Plutôt lucide qu'optimiste en cette période.
Bon, il y a aussi des signaux encourageants, hein, la COP22 notamment, puisqu'il nous reste peu de temps. Il y a eu donc une proclamation à Marrakech. Et il a été dit dans le paragraphe 4 que désormais il existait un élan irréversible dans la lutte contre le changement climatique. Et nous, au CRIDO, qui nous battons depuis des années pour qu'un principe de non-régression dans l'état de la protection de l'environnement soit inscrit, là il a été inscrit dans la loi française cet été et il vient d'être inscrit implicitement dans l'accord de Marrakech. Donc, pour vous, c'est une avancée importante? Ah, c'est une avancée importante. Jean-Louis Pagès, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il manque aussi un leader charismatique à cette écologie? Est-ce que vous ne regrettez pas que Nicolas Hulot n'y soit pas allé? Et vous? Moi, je pense que je pourrais le regretter. Quand je l'entends sur RTL, comme Jean-Marc Gansil l'a posté sur sa page Facebook, vous le regrettez aussi, Jean-Marc Gansil, je crois. Ah, je le regrette beaucoup. Bon, écoutez, nous le regrettons bien sûr, mais soit dit en passant, nous avons un candidat qui s'appelle Yannick Jadot, qui est un candidat qui est absolument d'une très grande qualité. Et je pense qu'en fait, le seul dommage, c'est qu'il n'est pas assez connu, mais on pense qu'au cours de la campagne, il aura l'occasion de développer cette thématique, parce que si jamais il ne le fait pas, je pense que personne ne le fera. Donc on compte bien sur lui, et je pense que vous serez très surpris par l'impact des propositions et par le message optimiste qu'il veut présenter. Les crédités de 2% pour l'instant, ce qui est peu. Après, les sondages se trompent, je vous l'accorde. Il va commencer, mais il va présenter ce qu'est l'écologie. C'est quelque chose qui n'est pas coercitif, c'est quelque chose de positif, d'aimable. Et je pense que ce sera finalement très positif à la fin. Jean-Marc Gansil, en quelques mots, il nous reste peu de temps. L'avenir de Darwin, ce sera quoi? De développement encore? Nous l'espérons. Poursuivre ce laboratoire de ce que pourrait être la ville de demain. On est très urbain. Des pratiques alternatives, des rencontres, des solidarités, de l'entraide. Toujours cet équilibre social, écologique, économique. L'avenir, c'est ça. On l'attend. Beaucoup espèrent aussi dans ce type d'initiative. Les politiques doivent prendre le pas de la société civile et proposer un cadre qui nous permette d'être clairs sur ce vers quoi nous devons aller. Merci beaucoup à tous les trois, ce sera le mot de la fin, d'être venus dans cette émission. Je signale que la prochaine émission Grande Région, ce sera en janvier avec le président Alain Rousset. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site de replay. Pleuse, dans un instant, votre journal d'information régionale. Puis Dimanche en politique continue avec Francis Letellier. La semaine prochaine, vous retrouverez votre émission Dimanche en politique sur chacune des antennes de cette grande région. France 3 Aquitaine, France 3 Limousin et France 3 Poitou-Charentes. Très bon dimanche à tous.